La parole d'abord à Madame Sissoko. Si elle se sent bien dans sûrement la problématique dans une relation illégale. Et maintenant, nous donnerons la parole à M. François Jouvel qui, en termes de prospective, nous parlera de la thématique. Et maintenant, je pense que nous avons un conseil technique ici du ministère qui a participé à tout le processus du pacte mondial, qui pourra nous faire aussi un développement par rapport aux migrations sûres, ordonnées et régulières dans une relation pragmatique. Peut-être qu'il pourra adjoindre le dernier scénario et, si vous le permettez, nous allons donner la parole à l'assistance pour ouvrir le débat, si vous le permettez. Merci. Madame Sissoko, vous avez la parole. Merci bien. Je crois que je vais me mettre debout. Bonsoir à tous les participants. Mon nom est Mariam Sissoko. Je suis économiste de formation et je travaille actuellement dans une unité qui est rattachée à la primature. C'est l'unité de partenariat public-privé. Mais dans des vies antérieures, j'ai travaillé pendant plusieurs années aux Nations Unies. Alors, ma tâche cet après-midi, c'est de faire une présentation sur une série de scénarios qui ont été développés dans le cadre d'un travail une initiative plutôt que la Fondation Frédéric Ebert a initiée avec notre partenaire. Et je vais essayer de faire cette présentation en 4 points, donc essentiellement d'ailleurs les 2 points importants. C'est la présentation de la démarche et de la méthodologie pour la construction de ces scénarios et aussi la présentation, quand même de manière un peu résumée, des 4 scénarios. Juste pour compléter ce que Monsieur le Président de notre panel a indiqué, en fait, nous avons développé 4 scénarios, donc je présenterai les 4 et je pense qu'après, certainement, dans la discussion, il y aura d'autres compléments par les membres du panel. Voilà. Donc, pour commencer, comme je le disais, je l'avais commencé, les organisations institutionnelles de ce travail, c'est de ce travail de la formulation de cette étude de politique migratoire prospective. Ce sont la Fondation Frédéric Ebert et le Centre for Global Cooperation Research de l'Université de Duisburg-Essen en Allemagne. Alors, les objectifs que la Fondation Frédéric Ebert et l'Université de Duisburg avaient étaient de contribuer de manière constructive au débat politique sur les questions migratoires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et aussi de proposer de nouvelles approches possibles pour le futur de ces relations, mais des approches qui soient bénéfiques aux 2 parties. Alors, comment tout ça a commencé? Tout d'abord, il y a eu une sélection d'un groupe d'une 20aine de personnes au profil appartenance institutionnelle, expériences très, très diverses, vraiment. Ensuite, les participants ont été appuyés par une équipe de facilitateurs conduite par un modérateur en chef. Parlez bien dans le micro. OK, d'accord. Donc, je disais que les participants, nous avons été appuyés par une équipe de facilitateurs qui était conduite par un modérateur en chef. En tout, nous étions une 30aine de personnes, facilitateurs y compris, et on était ressortissants de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, d'Algérie, de Libye et de l'Union européenne. C'était vraiment un mix de profils, d'origine, etc. Et dans cette page, donc, il y a une photo du groupe. Non seulement il y a la différence, enfin, les nationalités ou les origines qui diffèrent, mais il y a les profils aussi qui diffèrent énormément. Il y avait des chercheurs, il y avait des directeurs d'instituts universitaires, il y avait un vice-recteur d'une université en Algérie. Donc, le profil était très, très diversifié et je pense que cette diversité aussi a fait la richesse de cet exercice. Alors, je voudrais maintenant commencer à présenter la démarche et la méthodologie. D'abord, je pense que certainement comme rappel peut-être, en disant que les scénarios, quand on formule un scénario, c'est essentiellement
pour se préparer à un avenir complexe et incertain. Bon, la formulation de scénarios a eu un objectif de planification stratégique dans divers domaines. En fait, ça a commencé d'ailleurs dans le domaine militaire, et puis ça a passé dans le domaine des entreprises, la gestion des entreprises, et dans d'autres domaines, la politique, la société, l'écologie, l'environnement, défense et sécurité, etc. Alors, les scénarios sont formulés, en fait, pour permettre aux décideurs et autres parties prenantes de comprendre le futur et peut-être essayer de l'influencer également en développant des stratégies qui vont permettre d'atteindre un scénario favorable ou au contraire de développer des stratégies qui vont permettre d'éviter d'atteindre un scénario défavorable. Voilà. Concernant spécifiquement les scénarios de politique migratoire prospective, c'est-à-dire l'exercice que nous avons conduit et dont je fais partie, les scénarios que nous avons développés ne sont pas des prévisions. Ce ne sont pas non plus des visions du futur des politiques migratoires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe que nous, les participants à ce groupe, nous aurions souhaité voir se matérialiser. Ce que sont ces scénarios, par contre, ce sont des images possibles du futur de ces politiques migratoires et ce sont aussi une représentation structurée d'avenir possible en termes de flux migratoires entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Alors, les scénarios que nous avons définis on peut les considérer comme des constructions exploratoires. En fait, nous avons essayé de répondre à la question « qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Donc, ce ne sont pas, par contre, des constructions normatives, parce que nous n'avons pas essayé de répondre à la question « qu'est-ce que nous voulons qu'il arrive ?» La méthodologie choisie par l'équipe de facilitateurs a été celle qui a été développée par la compagnie pétrolière Shell International justement pour ces projections en termes de gestion de l'entreprise, etc., de développement de la société. Et l'avantage, en fait, de cette méthodologie, c'est qu'elle est très orientée vers la pratique. Alors, la méthodologie comprend 3 phases. Une phase d'orientation, une phase de construction et une phase d'affirmation. Alors, il y a 3 phases, c'est très méthodique, mais ce n'est pas mécanique, parce qu'il y a beaucoup disons que l'approche est quand même assez intuitive, basée quand même sur l'analyse, mais qui permet une certaine flexibilité, tout en essayant d'assurer que ces 3 étapes sont bien remplies. Alors, concernant la phase d'orientation, elle consiste en fait, premièrement, à mettre tous les participants à un même niveau d'information sur la thématique choisie. Donc, nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand on a eu le séminaire d'orientation à Berlin. C'était notre première fois à tous les membres, les 30 membres de se rencontrer. Donc, il y a eu une première démarche de mettre tous les participants à un même niveau d'information sur la thématique des flux migratoires Afrique de l'Ouest-Europe. Cette session nous a aussi permis de faire une analyse de la situation présente, d'identifier des facteurs décisifs et les faits marquants qui peuvent influencer la thématique, d'identifier des incertitudes critiques, c'est-à-dire des événements qui sont improbables, mais qui pourraient néanmoins se produire, et de bénéficier d'appuis conceptuels à travers de la documentation et aussi des présentations par d'éminents experts. Nous avons eu la chance d'avoir des présentations qui ont été faites par des personnes, un chercheur africain en matière de démographie, compte tenu de l'importance des questions de démographie sur les questions migratoires. Et nous avons aussi eu le plaisir d'avoir Mme Dioro Ndiaye, je crois qu'elle était là ce matin, qui nous a aussi fait une présentation sur les problématiques de migration. Donc, et on a bénéficié aussi d'une présentation par un expert allemand sur la dynamique des relations Union européenne, Afrique de l'Ouest dans leur globalité et notamment dans leur aspect économique. La phase de construction, elle consiste à recueillir les idées et les points de vue des participants, à regrouper ces idées par similarité ou en tout cas proximité plus ou moins, afin de définir
quelques scénarios bruts. C'est vraiment l'étape où on est en train de construire les scénarios, mais de manière brute à ce stade. Et ensuite, à partir des scénarios bruts ou des lignes directrices un peu brutes qui ont été dégagées, d'approfondir maintenant ces scénarios et d'améliorer les contenus de chacun d'entre eux en groupe de travail. La dernière phase pour la formulation des scénarios, c'est la phase d'affirmation. Et pendant cette phase, nous avons eu à évaluer le contenu de chaque scénario brut tel que résumé en quelques pages. En fait, dans la méthodologie Shell, les scénarios ne dépassent pas 2 ou 3 pages. Donc, c'est vraiment un condensé d'idées et de facteurs qu'on pense importants pour adresser la thématique en question. Ensuite, nous avons essayé de revoir les scénarios pour la pertinence et aussi la profondeur de l'analyse et surtout leur facilité de communication, de compréhension. Parce que un des atouts en fait, de ces scénarios, c'est de pouvoir être disséminé relativement facilement et pouvoir être compris relativement facilement. Donc ça, c'est un aspect important de ce travail. Ensuite, nous avons testé les scénarios suivant les critères suivants. Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils sont plausibles? Est-ce qu'ils sont pertinents au regard de la thématique analysée? Il y a eu beaucoup de discussions sur ça, parce que réellement, c'était comme si nous faisions nous-mêmes notre autocritique. Nous avons fait un travail, mais nous avons revu ce travail que nous avons fait pour voir est-ce que réellement on a pu aboutir à quelque chose qui est réaliste, qui est plausible et qui correspond, qui est pertinent au regard de la thématique concernée. Alors, une fois que nous avons eu les scénarios finalisés, plus ou moins pratiquement finalisés, il s'est agi de les disséminer à un groupe restreint, déjà pour avoir un peu le feedback de personnes externes au groupe. Et il se trouve que là, quand nous avons fait notre dernière session, c'était à Bruxelles, nous avons eu l'opportunité de présenter ces scénarios au Parlement européen, donc sur l'invitation d'un membre du Parlement européen. Donc c'était vraiment le premier test réel pour voir quel genre de feedback on recevrait vis-à-vis des scénarios que nous avions développés. Et ce feedback est très important parce que ça peut permettre de peut-être d'affiner certaines formulations pour que la clarification soit réellement présente et pour, encore une fois, faciliter la compréhension. L'étape suivante, et ça c'est pour les organisateurs institutionnels, c'est de finaliser les scénarios et de les publier et puis ensuite de les diffuser largement. Je crois que la Fondation Frédéric Ebert va mettre quelques exemplaires à la disposition des participants tout à l'heure. Alors, l'exercice a une durée de 6 mois, de juillet à novembre, partagé entre 3 séminaires d'à peu près 2-3 jours à chaque fois. Et les 3 séminaires, chaque fois, un séminaire correspondait à une phase. Alors, les scénarios que nous avons développés, ils sont 4. Il y a le scénario 1 des relations inégales, le scénario 2, pardon, excusez-moi, 2, 3, 4, au lieu de 1, 1, 1. Le scénario 2, c'est les relations conflictuelles. Le scénario 3, c'est les relations pragmatiques. Et le scénario 4, c'est les relations d'égal à égal. L'horizon temporel que nous avons considéré, c'est 2030. Ce délai ou cette période a paru comme suffisamment longue pour qu'on puisse déjà voir les dynamiques de certains de ces scénarios commencer à se matérialiser. Parce que si on fait la durée de manière trop courte, ça fait comme si on donne un peu une représentation de la situation présente, un peu modifiée. Donc, il est important d'avoir un délai quand même un petit peu plus long pour réellement permettre de voir que les dynamiques que nous avons pu envisager au cours de cet exercice commencent à se matérialiser ou pas, d'ailleurs. Alors, pour chaque scénario, nous avons aussi, enfin pour les scénarios, nous avons discuté sur la symbolique que nous voulions représenter. Nous, dans notre groupe, nous n'avons pas du tout aimé l'idée de mur. Au contraire, nous avons voulu privilégier l'idée de pont. Parce qu'en fin de compte, pour nous, les migrations, c'est établir des ponts entre des personnes d'origine diverses, entre des cultures
différentes, entre des pays différents, et non pas construire des murs. Alors, il est important que s'il vous plaît, il est important de signaler que quand nous étions en train d'élaborer ces scénarios, il y a des facteurs que nous avons pris en compte, les facteurs qui ont une influence certainement significative sur la problématique de la migration. Ces facteurs, que sont-ils? Tout à l'heure, dans le panel précédent, il a été beaucoup question de facteurs politiques. Évidemment, nous avons considéré les facteurs politiques comme des facteurs influençant fortement les questions de migration. Nous avons considéré les facteurs démographiques, nous avons considéré les facteurs d'emploi, sous-emploi, chômage. Et nous avons considéré aussi les facteurs économiques et les évolutions économiques sur un continent et sur l'autre. Et puis d'autres facteurs qui nous ont paru aussi essentiellement critiques, comme par exemple les questions de sécurité, qui sont très, très importantes dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vais maintenant commencer à présenter les premiers scénarios. Donc, le premier scénario que nous avons développé, c'est celui des relations inégales. Donc, comme je vous l'ai dit, pour tous les scénarios d'ailleurs, nous avons choisi de représenter le pont. Ça peut être par exemple un pont sur le détroit de Gibraltar. Après tout, ça ne fait que 14 km. On a des ponts qui sont plus longs que ça. Pourquoi pas, dans le futur, voir un pont entre l'Afrique et l'Europe qui passerait par le détroit de Gibraltar. Donc nous avons aimé la symbolique du pont, mais ce pont, il n'est quand même pas totalement ouvert dans le cas du scénario à relations inégales. On voit qu'il est ouvert d'un côté nord-sud, mais il est fermé du côté sud-nord. Et c'est ce qui représente ces relations. Donc, en fait, pour chaque scénario, nous avons aussi essayé de voir ce qui a pu se passer en Afrique de l'Ouest et ce qui a pu se passer en Europe pour arriver à ces scénarios bien particuliers. Encore une fois, comme je l'ai dit au départ, les scénarios que nous avons faits sont des scénarios exploratoires. Donc, nous avons pensé qu'est-ce qui pourrait arriver à l'horizon 2030. Et à partir de là, nous avons construit, essayé d'élaborer ce qui a pu se passer entre 2017, quand nous faisions l'exercice, et 2030, pour qu'on arrive à un scénario bien particulier. Alors, ce qui a pu se passer, à notre avis, ou ce qui devrait se passer ou pourrait se passer en Afrique de l'Ouest, c'est qu'à partir de 2017, il va y avoir un déclin marqué des trois économies phares de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Et ce déclin économique va progressivement affecter toute la région du fait du poids économique de ces trois pays. Alors, ce déclin économique, il part aussi de la faiblesse des taux des matières premières, des prix des matières premières, que ce soit le café, le cacao en Côte d'Ivoire, le cacao au Ghana ou le pétrole au Nigeria. Et on voit que cette baisse des prix des matières premières a déjà commencé en 2017 et elle va s'accélérer jusqu'en 2020 et conduire à ce marasme économique, en quelque sorte, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, du fait de la crise économique, il s'ensuit une mauvaise gestion entraînant une augmentation du chômage des jeunes, y compris d'ailleurs les jeunes diplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver d'emploi dans leur propre pays. Aux difficultés économiques s'ajoutent les incertitudes politiques au Nigeria, notamment au sortir des élections de 2019. Aussi en Côte d'Ivoire, avec une crise politique et constitutionnelle avant ou après les élections de 2020, et la multiplication de velléités séparatistes, d'abord de manière intermittente, mais ensuite de manière plus pressante, au nord du Mali, ce qui est déjà une réalité, au Niger et au sud du Nigeria. Le Nigeria, c'est simplement parce que c'est le sud qui a le plus de richesses, et le nord du Nigeria est moins doté en ressources naturelles et est un peu porté, en quelque sorte, par le sud.
En Afrique de l'Ouest, il y a aussi une multiplication d'attaques djihadistes, le terrorisme, l'insécurité et une floraison de trafic en tout genre. Alors, ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. En Europe, que se passe-t-il durant cette période? L'Union européenne défend avec acharnement ses intérêts avec la mise en œuvre d'accords de partenariat économique relativement défavorables aux pays africains qui sont déjà affaiblis. Défavorables dans quel sens? Parce que ces accords de partenariat économique font la promotion d'un espace commercial ouvert et qui conduit au fait que des produits européens, souvent subventionnés, entrent de manière très facile au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest dont les industries ou les structures économiques n'ont pas réellement les moyens de faire une compétition contre ces produits-là. Les programmes de développement que l'Union européenne a pu développer pour atténuer les causes profondes des migrations en Afrique de l'Ouest ont peu d'effet. L'afflux des migrants entraîne des réactions xénophobes et populistes dans plusieurs pays de l'Union européenne. Nous voyons déjà que ce processus a d'ailleurs déjà commencé, en fait, et ne fera que s'accélérer au fur et à mesure qu'on avance, qu'on arrive vers 2030. Pour résumer ce scénario, en 2030, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe sont dans des relations inégales, avec une augmentation spectaculaire des migrations irrégulières et l'apparition de routes de migration toujours plus coûteuses et toujours plus dangereuses, en passant même par le Moyen-Orient. Donc, voici pour le premier scénario. Le deuxième scénario, même si nous n'aimions pas la symbolique des murs, nous avons bien été obligés de montrer un mur, mais un mur qui est quand même sur un pont. Le pont existe toujours, mais malheureusement, le pont est complètement bloqué par le mur parce que simplement les relations sont au niveau le plus bas possible. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation? D'abord, l'aide économique de l'Union européenne aux États de la CEDEAO est fortement conditionnée aux efforts de ces pays pour maintenir leurs ressortissants sur le continent africain. L'Europe durcit de plus en plus ses politiques migratoires et ne veut absolument plus voir de migrants aller vers les pays européens. Et pour cela, en quelque sorte, tord un peu les mains aux pays de la CEDEAO pour qu'ils renforcent les contrôles au niveau de leurs frontières. Alors, certains pays acceptent ces conditions, mais la plupart des États les refusent, ce qui conduit à des relations conflictuelles. Alors, les pays qui refusent cette coopération avec l'Union européenne se tournent de plus en plus vers d'autres partenariats, dont la Chine, l'Inde et la Russie. Nous avions même évoqué les États-Unis, mais là, ça paraît maintenant quelque chose d'assez lointain. Ces nouveaux partenariats, malheureusement, n'arrivent pas à juguler de manière significative les difficultés économiques et le chômage dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, même si c'est une ouverture, une tentative pour ces pays de diversifier leurs sources d'aide au développement, ces partenariats ne marchent pas comme les pays africains l'auraient souhaité. Au niveau de l'Europe, la situation n'est pas très reluisante non plus. L'Union européenne est fragmentée par les inégalités inter- et intra-étatiques et la montée des populismes. Plusieurs pays, d'ailleurs, ont décidé de quitter l'Union européenne. Après le Brexit de 2019, d'autres pays ont décidé de quitter aussi l'Union européenne. Préoccupés par ces questions sécuritaires, l'Europe se barricade derrière des murs et des interventions militaires et policières parfois brutales pour refouler les migrants irréguliers. En résumé de ce scénario, en 2030, les relations entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sont au plus bas. Les États de la CEDEAO, déçus par les partenariats anciens avec l'Union européenne,
et les partenariats nouveaux avec la Chine, l'Inde ou la Russie se tournent davantage vers leur diaspora pour leurs compétences et aussi pour les investissements qui sont nécessaires à leur décollage économique. Le troisième scénario, c'est le scénario pragmatique. Le pont est toujours là, le mur a disparu, les barrières sont toujours là, mais en tout cas, les barrières sont levées. Donc, ce qui indique qu'il y a les possibilités d'aller dans un sens ou dans l'autre. Dans ce scénario, la CEDEAO prend de plus en plus de prominence comme une entité capable de résoudre les crises politiques dans la sous-région et de maintenir la stabilité dans la région. Les attaques djihadistes ont progressivement diminué dans les pays du G5 Sahel. Au plan économique, la CEDEAO positionne l'Afrique de l'Ouest comme un pôle émergent de croissance économique, malgré la persistance quand même du chômage des jeunes et les pressions démographiques qui ne sont toujours pas contenues et qui sont des sources importantes influençant la problématique migratoire. La CEDEAO arrive même à positionner tellement bien l'Afrique de l'Ouest comme un pôle émergent que des pays d'Afrique du Nord, d'autres pays d'Afrique du Nord, après le Maroc, décident d'entrer dans la CEDEAO. Les États de la sous-région bénéficient d'investissements structurants de l'Union européenne, notamment dans le domaine de la formation. Alors, en matière de formation, il s'agit spécifiquement d'une formation qui puisse permettre l'adéquation entre les personnes formées et les demandes des marchés de travail au niveau intérieur dans la zone dans la zone CEDEAO ou extérieure, par exemple vers l'Europe. Au niveau de l'Europe, malgré les pressions autonomistes qui se font de plus en plus fortes et qui sont d'ailleurs déjà manifestées maintenant dans certains pays comme l'Espagne, l'Union européenne arrive à rester unie, y compris sur les questions de migration. Elle reconnaît aussi qu'elle a un besoin de main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs comme les secteurs des services, tout simplement à cause du vieillissement de sa population. Alors, les accords de partenariat économique sont revus pour des relations plus équilibrées avec la CEDEAO. Vous vous rappelez que dans les schémas conflictuels, ces accords de partenariat économique étaient très défavorables aux pays d'Afrique de l'Ouest. Dans ces scénarios, il y a un rééquilibrage de ces accords qui sont un peu plus justes entre les deux partenaires. En résumé de ce scénario, en 2030, la CEDEAO et l'Union européenne ont établi un partenariat pragmatique caractérisé par une augmentation des flux migratoires réguliers en contrepartie de contrôles renforcés pour une réduction marquée de la migration clandestine. En d'autres termes, c'est du donnant-donnant. Donnant-donnant ou gagnant-gagnant, on peut le dire comme on le souhaite. Toujours est-il que l'Europe accepte d'ouvrir les flux de migration irrégulière, mais en échange, elle demande aux pays africains de faire en sorte qu'il y ait une réduction marquée des flux de migration irrégulière. Oui, je suis presque fini. Le dernier scénario, c'est celui des relations d'égal à égal. Donc là, le pont, il est toujours là, mais il n'y a plus de barrière. Et on voit que le flux va dans un sens comme dans l'autre. Pour qu'on arrive à ce scénario, il y a eu énormément de changements au niveau de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, il y a eu un vent de révolte qui a soufflé sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest à partir de 2018. Les populations étaient excédées par la mauvaise gouvernance, par les situations économiques détériorées, l'insécurité, le chômage, la pauvreté persistante, et se mobilisent pour élire un nouveau leadership. Ce leadership a la capacité et a le soutien populaire nécessaire pour redéfinir les bases de l'intégration régionale, mais aussi des partenariats avec l'Union européenne et obtient progressivement des résultats positifs en matière économique et sécuritaire.
des partenariats sont aussi noués avec l'Asie et le Moyen-Orient parce que ce nouveau leadership ne veut plus se cantonner ou ne veut pas se cantonner strictement à l'Union européenne et veut diversifier ses sources ses partenariats. Au niveau de l'Europe, l'Union européenne a soutenu les mouvements de contestation qui se sont accompagnés d'une forte critique du reste de certains de ses membres, notamment la France, dont la présence à travers ses interventions militaires et le franc CFA suscite un fort ressentiment. Ce ressentiment, il était déjà peut-être un peu perceptible en 2017 quand nous faisions les scénarios. Il est certainement de plus en plus sur le devant de la scène maintenant, et notamment en relation avec le franc CFA. L'Union européenne a appuyé les réformes structurelles engagées en Afrique de l'Ouest à travers son aide au développement et des accords de partenariat économique encore plus favorables à ces États. En 2030, et pour résumer ce scénario, les progrès en Afrique de l'Ouest ont ouvert la voie à des accords migratoires résultant en une mobilité sûre vers l'Europe et, dans le même temps, à une diminution des migrations irrégulières. Je voudrais maintenant conclure ma présentation en disant que les scénarios de politique migratoire prospective que nous avons pu développer sur la dynamique entre l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'Europe, l'Union européenne, pourraient poser en fait les jalons d'une étude prospective plus approfondie. Peut-être ceux d'entre vous qui ont l'habitude des études prospectives savent qu'il y a des approches qui sont beaucoup plus longues, qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui conduisent aussi à des analyses beaucoup plus approfondies. Ces scénarios pourraient aussi être déclinés en une version focalisée plus spécifiquement sur les flux migratoires entre le Mali et les principaux pays de destination des migrants maliens. La question migratoire est importante dans le cas du Mali et pourquoi pas envisager des scénarios spécifiquement pour le Mali et entre le Mali et ces pays. Juste aussi pour ajouter que si on arrivait à faire une version plus focalisée de ces scénarios pour le Mali, cela compléterait vraiment bien avec un autre exercice de formulation de scénarios que nous avons conduit pour le futur du Mali à l'horizon 2030. C'est aussi également une autre initiative de la Fondation Frédéric Ebert en collaboration avec le CERM, le Centre d'études et de réflexion au Mali, qui ont conjointement conduit cet exercice. Et j'ai eu le privilège de faire partie de ce scénario building aussi. Voilà, je crois que j'en ai terminé et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. Nous remercions Madame Sissoko. Effectivement, elle nous a fait parcourir les 4 scénarios. Effectivement, de relations inégales, de relations conflictuelles, de relations pragmatiques et de relations d'égal à égal. Donc nous allons continuer rapidement parce que nous sommes en retard. Et pour donner la parole au 3e panéliste, M. François Jouvel, délégué général de l'Association internationale Futur et Bless. Donc vous avez la parole pour, je pense que nous allons parler encore de prospective. Merci Monsieur le Président de séance, je vais être rapide. Merci tout d'abord à Monsieur le Président du Forum de Bamako de m'avoir invité à intervenir devant ce public prestigieux. Je vais être d'autant plus rapide que je ne suis pas un spécialiste des migrations. Je dirige un organisme qui s'appelle Futurible, qui est un centre de réflexion prospective. Futurible, c'est la contraction de futur et possible, et pas de futur et terrible, comme certains le croient parfois. Et notre objectif, c'est de pouvoir explorer quels sont les différents futurs possibles qui sont en germe dans la situation actuelle, avec comme idée sous-jacente que le fait de pouvoir réfléchir à ce qui peut se passer à moyen et long terme peut nous aider à prendre des décisions aujourd'hui et peut, si possible, nous aider à prendre des décisions aujourd'hui qui intègrent justement ces enjeux de moyen et de long terme. Et donc c'est exactement ce que vous nous avez présenté dans les scénarios, la démarche de prospective que vous avez menée. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur le futur pour pouvoir ensuite, à partir de cette réflexion sur le futur, donner un certain nombre d'éléments de débat qui permettent de construire
des futurs qui soient des futurs plutôt souhaitables et d'éviter d'aller évidemment vers un certain nombre de futurs redoutables. Parmi les scénarios que vous avez présentés, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont plus souhaitables effectivement et désirables que d'autres. Donc on est bien dans la prospective, dans cette volonté à la fois de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'essayer de voir quelles sont les formes que cela peut prendre demain pour pouvoir alimenter une certaine prise de décision. Alors je suis d'autant plus heureux d'être ici avec vous qu'évidemment en tant que prospectiviste et qu'association internationale de prospective, on a les yeux tournés vers l'Afrique, évidemment, puisque aujourd'hui, et de plus en plus, l'ensemble des personnes qui s'intéressent au long terme cherchent à essayer de comprendre ce qui se passe sur ce continent en sachant qu'il va jouer un rôle fondamental sur un certain nombre de thématiques et de problématiques qui vont avoir une influence non seulement sur l'Afrique, mais aussi sur le reste du monde. Et donc c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a développé récemment à Futurible un dispositif spécifique de prospective sur l'Afrique, qu'on a appelé le Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest, sous la présidence d'Alioune Sall et sous la direction de Thierry Homel, qui est ici, et qui cherche à mettre aussi un focus sur les évolutions africaines. L'objectif principal de ce forum, c'est d'abord d'écouter ce qui se dit sur l'avenir en Afrique, de pouvoir relayer les discours qui se construisent ici sur l'Afrique, et de pouvoir leur donner davantage de résonance en partant du principe qu'ils vont être très structurants dans la façon dont va se construire l'avenir. Alors si je reviens sur les migrations assez rapidement, alors évidemment le sujet n'est pas facile à traiter, et puis on voit bien que dès qu'on cherche à aborder cette question-là, il y a différentes approches qui peuvent se mêler. Les approches démographiques, les approches économiques, des approches politiques, qui sont plutôt celles sur lesquelles vous avez mis l'accent dans votre exposé, et puis bien évidemment il y a aussi des approches éthiques. Et puis c'est un sujet qui a une forte dose d'émotion, donc sur laquelle les sujets ou les débats deviennent assez vite passionnels. Donc quand on cherche à explorer de manière un petit peu, je dirais, pragmatique et posée ce que l'on peut dire sur l'avenir des migrations en explorant les différents futurs possibles, on a d'abord besoin de s'appuyer sur un certain nombre de données, un certain nombre d'éléments factuels qui permettent de construire une réflexion qui soit effectivement utile à l'action et qui soit dans un premier temps dépassionnée avant de se poser effectivement la question de ce que l'on souhaite faire. Alors, la première tentation, je dirais, en prospective, quand on cherche à explorer l'avenir, c'est d'abord d'essayer de voir ce que l'on peut dire de l'avenir si jamais, finalement, les tendances du passé se prolongeaient. Et en écoutant les 4 scénarios que vous nous mentionniez, je me demandais si jamais il y avait finalement un scénario tendanciel pour les migrations, puisque parmi les 4 scénarios que vous mentionnez, je ne saurais pas très bien dire quel est le scénario tendanciel. Pour moi, c'est peut-être le scénario 3, le scénario pragmatique, qui serait finalement un scénario où, à l'échelle internationale, on aurait finalement une croissance continue du nombre de migrants, et c'est normal, on l'a dit depuis ce matin, ça a été répété à de multiples reprises, la migration fait finalement partie de l'aventure humaine. On a une relative constante, d'ailleurs, dans les flux migratoires depuis une cinquantaine d'années, on est aux alentours de 3% de la population mondiale qui vit dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, et la population mondiale croissant, même à fois, le nombre de migrants croît lui aussi relativement mécaniquement. Si on doit arriver à 10 milliards de population mondiale à l'horizon 2050, eh bien, on sera à environ 300 millions de population migrante, et ma foi, cela est finalement relativement mécanique et ne pose pas de problème a priori majeur. Deuxième élément qui a été mentionné dans le scénario un petit peu tendanciel, c'est que les migrations aujourd'hui sont essentiellement des migrations de proximité. Les Asiatiques migrent en Asie, les Africains migrent en Afrique, les Européens migrent en Europe. Et même au niveau assez local, si on regarde les chiffres donc, de l'Union internationale des migrations, de l'Office international des migrations, pardon, on a sur la zone d'Afrique de l'Ouest, donc 65% des migrants d'Afrique de l'Ouest vivent et résident en Afrique de l'Ouest. Donc les migrations sont avant tout des migrations qui sont des migrations de voisinage. Et donc là aussi, hein, si on extrapole ces chiffres, si on essaye de regarder ce qui peut se passer demain d'un point de vue tendanciel, oui, nous allons connaître une croissance relativement forte en nombre d'émigrations à l'échelle internationale. Et oui, compte tenu de son poids démographique, l'Afrique de l'Ouest va elle-même connaître des flux migratoires extrêmement importants et en forte croissance d'un point de vue numérique. Ça ne veut pas dire que ce soit un problème. La question qui peut se poser derrière, c'est au regard de ce scénario tendanciel très rapidement esquissé, est-ce qu'il y a des phénomènes de rupture? Est-ce qu'on peut aller vers des scénarios de
débordement, pour entre guillemets, de l'Afrique vers l'Europe. Hein. Alioune Sall a mentionné ce matin, par exemple, l'ouvrage de Stephen Smith qui a alimenté un certain nombre de polémiques en France ces derniers temps. Alors évidemment, si on regarde les aspects purement démographiques, oui, il y a un certain nombre d'éléments qui poussent à considérer, avec une métaphore qui serait presque celle de la métaphore de la mécanique des fluides, que finalement l'Europe va avoir tendance à perdre, a déjà tendance à perdre de la population et connaît un vieillissement accentué de sa population. Donc le scénario tendanciel pour l'Europe, c'est celui d'une perte de population. Si on poursuit les tendances actuelles, à l'horizon 2030, sans migration, l'Europe perdrait 11 millions d'habitants. Et puis, évidemment, vous avez la tendance inverse de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la tendance à la croissance relativement forte, enfin forte même, mais très forte, de la population, notamment en Afrique de l'Ouest, avec une croissance de population qui, à l'horizon de la 2030, serait de l'ordre de 60 millions de ce côté-ci de la Méditerranée. Je rappelle, pour avoir quelques chiffres que vous avez peut-être en tête, hein, sur la population du Mali, donc on est aux alentours de 17-18 millions d'habitants, me semble-t-il, aujourd'hui. Les projections des Nations Unies nous amènent à 28 millions en 2030 et à 40 millions en 2050. Donc un doublement de la population malienne à l'horizon 2050. L'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, c'est 350 millions aujourd'hui, ça serait 800 millions à l'horizon 2050. Donc ce sont des chiffres d'extrêmement forte croissance. L'âge médian de ces pays d'Afrique de l'Ouest serait extrêmement faible à l'horizon 2030 ou même 2050, hein, puisqu'on estime qu'en 2030, par exemple, l'âge médian au Mali serait d'environ 17 ans. Ça veut dire que la moitié de la population, en 2030, au Mali, aura moins de 17 ans. Au Niger, c'est 15 ans, si on poursuit les tendances actuelles. Donc évidemment, population vieillissante et déclinante au nord, par ailleurs dans des pays plus riches, population fortement croissante et extrêmement jeune au sud, on peut tout à fait considérer et construire un scénario relativement simpliste qui serait celui d'une migration extrêmement forte et beaucoup plus forte que celle que l'on connaît aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest vers les pays du Nord. En réalité, la réalité des migrations n'est pas uniquement dépendante de variables démographiques. Et même ces variables démographiques ont rarement expliqué le volume des migrations. La plupart des migrations fortes que l'on peut connaître sont des migrations qui empruntent en fait à différents facteurs, à différentes variables, pour emprunter le jargon des prospectivistes. Certes, la variable démographique, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, les variables économiques, les variables politiques, les variables environnementales, la disponibilité des ressources, etc., etc. Et à ce titre, on ne peut pas se permettre d'extrapoler un scénario tendanciel qui serait la simple continuation des tendances actuelles, agrémentées en plus des décalages ou des disproportions démographiques que je viens de mentionner. En réalité, il y a un certain nombre de facteurs de rupture qui peuvent intervenir, soit pour freiner ce potentiel migratoire, en quelque sorte, soit pour l'augmenter. Un des facteurs de rupture importante, c'est d'abord la capacité des économies africaines à créer de la richesse, à créer de l'emploi et finalement à avoir une attractivité forte pour leur jeunesse. Et ça m'apparaît être une problématique importante sur laquelle je n'ai aucune compétence, mais il me semble que dans cette salle, aujourd'hui, vous avez un certain nombre justement d'experts ou d'acteurs qui sont en capacité de relever ce défi et de se dire comment fait-on pour, grâce à la jeunesse de notre pays, grâce à son dynamisme, comment fait-on pour créer les conditions pour une attractivité plus forte de notre économie et de nos pays. Bien évidemment, on a également aussi comme facteur de rupture les évolutions des opinions publiques européennes. Les évolutions publiques européennes, ça a été dit tout à l'heure, évoluent plutôt de manière défavorable vis-à-vis des migrations. Et c'est une spécificité d'ailleurs de l'Europe. Il y a d'autres régions du monde dans lesquelles les opinions vis-à-vis des migrations sont beaucoup plus favorables. C'est le cas notamment, malgré la situation politique actuelle, aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 52% des Européens qui disent que les migrations sont aujourd'hui trop fortes et qu'ils souhaiteraient voir réduire ces migrations. Ça veut dire qu'il y a aussi 48% des personnes qui considèrent que les migrations sont normales, voire pourraient être accentuées. Mais ce qui est important, c'est de voir la dynamique. La dynamique est plutôt à la croissance du nombre de personnes qui considèrent que la migration est un problème et qu'il y a trop d'immigrés qui arrivent dans leur pays.
je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur, je porte ça comme un fait. Le fait qu'un certain nombre d'acteurs d'opinion publique européenne, aujourd'hui, et c'est ce qui donne lieu ensuite à des mouvements populistes et xénophobes, sont rétifs aux migrations. Il y a un troisième élément de rupture qui me paraît extrêmement important à prendre en compte et qu'on a peu abordé depuis ce matin, mais quand on s'intéresse à la prospective, quand on s'intéresse à l'avenir à moyen et long terme, il faut pouvoir vraiment le prendre en considération, même s'il est difficile à percevoir dès aujourd'hui, c'est l'impact des changements environnementaux sur les migrations, et notamment l'impact du changement climatique. Aujourd'hui, on considère, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, on considère que les transformations environnementales vont être un facteur clé de la croissance des migrations demain. Elles le sont déjà, d'ailleurs, sans doute aujourd'hui, même si on n'est pas nécessairement en capacité d'isoler le facteur climatique ou le facteur environnemental dans les différentes causes ou des différentes causes des migrations. Il y a un certain nombre d'analyses qui considèrent ainsi que le conflit syrien a notamment eu comme cause, ou comme raison, comme un des facteurs déclencheurs aurait été aussi les crises environnementales et les sécheresses qu'avait connues la Syrie entre 2007 et 2011. Sur la croissance de l'ampleur du changement climatique et de ses conséquences, donc on considère qu'il y a trois grandes conséquences du changement climatique qui vont avoir des impacts sur les migrations. Il y a d'une part le fait que l'intensité des catastrophes naturelles va se faire de plus en plus forte, et donc entraînant des migrations imprévisibles, puisque liées à des événements extrêmes dont on va prévoir la plus forte probabilité d'occurrence, mais dont on sera toujours incapable de prévoir le lieu et la date. Le deuxième point, c'est la hausse du niveau des mers, qui va jouer aussi beaucoup donc, sur les pays littoraux d'Afrique de l'Ouest. Et puis la troisième chose qui est très importante, c'est le stress hydrique et les phénomènes de désertification. Sur tous ces phénomènes, je ne veux pas être trop long et je vais m'arrêter, sur tous ces phénomènes, on n'a pas aujourd'hui une connaissance extrêmement fine des impacts que le changement climatique pourra avoir. Mais on sait que la zone d'Afrique de l'Ouest, et notamment que la zone sahélienne, est une des zones les plus vulnérables à ces changements environnementaux. Donc nécessairement, ces phénomènes-là vont avoir une influence sur la disponibilité des ressources et vont avoir une influence aussi donc, sur les migrations. Donc la principale question à se poser, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de fatalité migratoire. Il n'y a pas aujourd'hui une doxa prospectiviste qui consisterait à dire que les migrations seront nécessairement beaucoup plus importantes demain qu'aujourd'hui. La prospective est incapable de vous dire quelles seront les directions que prendront ces flux migratoires. La réflexion prospective est en revanche en capacité d'explorer un certain nombre de scénarios et de poser la question aux différents décideurs ou aux différents acteurs que vous êtes, que de savoir comment prendre en compte ces évolutions de long terme, comment les intégrer dans une réflexion sur les politiques publiques à mettre en œuvre, et donc comment nourrir nos décisions d'aujourd'hui, certes avec des urgences à gérer, et dans le domaine migratoire il y en a beaucoup, mais aussi en prenant en compte ces enjeux de long terme. Je vous remercie. Nous remercions François, nous le remercions par rapport aux éléments de prévision qu'il vient de partager avec nous. C'est vrai que les décisions doivent se nourrir de la prospective. C'est vrai que nous avons souhaité à un moment donné parler de l'existant et parler après de prospective. Nous avons renversé la tendance et nous revenons au présent. Au présent, nous donnons la parole à Dr Keita, qui est le conseil technique chargé de la migration au ministère des Maliens de l'Extérieur, qui sûrement nous entretiendra sur la mise en œuvre de la politique nationale du Mali, mais aussi les éléments d'approche que nous aurons à gagner par rapport au pacte mondial aussi. Je pense qu'il nous entretiendra sur ces différents éléments qui nous permettra après de vous donner la parole pour enrichir le débat. Merci beaucoup. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonsoir à tous les participants. Je voudrais également saluer l'initiative de ce forum sur un thème d'actualité qui est celui de la migration. J'ai suivi avec intérêt les interventions et je pense que l'essentiel depuis ce matin, les discours d'ouverture, en plus des différentes sessions et ce qui vient d'être présenté, énormément d'éléments ont été avancés.
Cela dit, on a un contexte qui présente des multitudes de situations qui, quand même, déjà, ces situations doivent amener à réfléchir pour l'avenir. Je prends le contexte actuel de la migration, les différentes analyses présentes. C'est vrai, on se projette déjà dans l'avenir, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs tendances qui se présentent dans le champ de la migration. C'est vrai, on a décidé, peut-être de façon arbitraire, à mettre l'accent sur les migrations entre l'Afrique et l'Europe, pour mieux savoir ce qu'on doit faire dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense que ça a été rappelé par plusieurs orateurs également depuis ce matin. La réalité des migrations africaines, c'est vraiment en Afrique. C'est vraiment en Afrique. Et si on doit aussi gérer les migrations en termes de problèmes de tout ce que nous avons, on a beaucoup de choses à se dire entre Africains. Le contexte actuel au niveau du continent, on peut le constater, un peu comme le Mali. Nous avons un contexte qui est caractérisé par des retours massifs des migrants maliens qui vivent dans des pays africains. En 2018, le Mali a enregistré plus de 8500 personnes rapatriées en situation d'urgence, dont les plus majoritaires venaient des pays africains. Le champ actuel de la migration également est caractérisé, ça a été dit, de l'autre côté par la montée des pensées populistes qui font de la migration une menace, une peur pour les populations, un discours bien porté par des politiques qui sont en manque vraiment de vocabulaire fort pour l'électorat. Au-delà de tout ça, on peut quand même se réjouir qu'il y a un contexte quand même international favorable en matière de gestion des migrations. Si on voit l'adoption du document du Pacte mondial pour les migrations sur ordonnée régulière qui a été adopté à Marrakech les 10 et 11 décembre dernier. C'est vrai, on pourrait dire que le document n'est pas contraignant, mais c'est une chance historique, c'est une opportunité en matière de gouvernance de migration, parce qu'au moins c'est la première fois que plus de 150 États se retrouvent et paraphent un document où ils expriment leur volonté à gérer la migration ensemble, où ils expriment leur volonté à sécuriser davantage les migrants, où ils expriment la volonté de faire de la migration un atout pour le développement des pays d'origine, mais également des pays de destination. Donc, en voyant tout ce contexte, autant on peut s'inquiéter pour l'avenir, mais également on peut se dire qu'il y a une prise de conscience, et même au niveau de nos États respectifs en Afrique, il y a quand même la prise en compte des questions de migration, notamment la diaspora, qui devient une question importante pour pratiquement tous les pays qui sont concernés par ce flux de départ. Il y a effectivement des questions à se poser. Je pense que c'est peut-être là que je vais essayer de compléter un certain nombre d'éléments qui ont été avancés. Le rôle de la diaspora aujourd'hui, au regard de ce que cette diaspora a toujours joué dans les processus de développement des pays, notamment les pays de départ. Cette génération est en train d'évoluer, on est en train d'aller vers la deuxième, pour certains, vers la troisième génération. Quel est le rôle de cette nouvelle génération dans le soutien, dans l'engagement au développement des zones d'origine, s'il le sait bien que les dernières générations n'ont pas la même logique d'intervention que les premières générations? Qu'est-ce que nous devrons faire alors pour l'avenir? Je pense que le contexte actuel est aussi caractérisé par de plus en plus des organisations de la société civile qui montent en puissance, y compris dans les pays africains, qui s'intéressent davantage à des questions de migration, qui s'interfèrent dans les débats liés à la migration. Je pense également une opportunité à saisir pour mieux gérer ces dynamiques migratoires au sein du continent. Alors, on l'aurait tous compris que on ne peut pas nier cette réalité. Nos pays sont confrontés réellement au défi de la migration irrégulière. Les raisons ont été évoquées, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'on ne pourra pas les gérer tout seul. C'est-à-dire qu'aucun pays tout seul ne pourra répondre aux défis actuels qui se posent dans le champ de la migration. Donc il y a là la nécessité de coopérer ensemble et d'avoir des réponses également communes. Par rapport à la gestion, à la migration, il n'y a pas d'alternative au dialogue, quelle qu'en soit la manière dont on peut poser la question.
le dialogue est nécessaire, le dialogue est impossible. Je pense qu'il y a des tentatives quand même, bien vrai que le débat peut être difficile avec les partenaires européens, mais il y a quand même des tentatives de réponse aujourd'hui à rendre cette gestion de la migration plus apaisée, à donner un visage plus humanitaire aux dynamiques migratoires. L'une des preuves, c'est aujourd'hui nous sommes tous engagés, en tout cas tous les pays de la CEDEAO, et sont engagés dans le processus de dialogue euro-africain sur la migration et le développement, à travers appelé aussi processus d'Araba. Nous sommes également engagés dans la mise en œuvre du plan d'action conjoint de la Valette qui a été adopté par les chefs d'État africains et européens en 2015 à Malte. C'est vrai, on peut effectivement dire que les actions qui sont aujourd'hui engagées dans la mise en œuvre des différents plans d'action, est-ce que ces actions suffisent pour répondre à la problématique migratoire? Je pense qu'à l'avenir, il faudra revoir comment ces actions doivent être menées dans les différents pays. Mais là, je pense que c'est l'intérêt encore et de la responsabilité des États africains d'avoir une vision commune, d'avoir des politiques beaucoup plus harmonisées, de déterminer des législations plus harmonisées et d'aller vraiment à ces débats au niveau continental, mais également au niveau international. Là, je prends juste un exemple. Il y a quelques cadres de dialogue qui existent sur la migration, mais nos États, comment nos États participent à ces cadres de dialogue? Quelle est notre propre contribution il y a dans la gestion de ces migrations? Je pense que pour nos États, il est également impératif aujourd'hui que nous devrons sortir de la dépendance extérieure vis-à-vis de ces questions migratoires. Il faudra qu'au niveau national, également qu'au niveau régional et international, que nous disposons des fonds propres. Nous ne pouvons pas gérer la migration en se basant essentiellement de l'extérieur. Il faudra sortir de cette analyse. On ne peut pas élaborer une politique en disant que ces politiques-là vont être financées par les bailleurs. Nous devrons expérimenter nos propres financements sur ces questions migratoires. Les questions de migration ne sont pas des questions transitoires, c'est des questions qui sont là, qui vont demeurer pour un certain temps. Et pour bon temps, de toute façon, l'humanité a été toujours nourrie par les dynamiques migratoires. Je l'ai dit quelque part, dans le dialogue bilatéral ou multilatéral sur la question de la migration, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions taboues. On peut discuter de toutes les questions dans ce dialogue. Et l'autre sens que je l'ai dit quelque part, c'est la montée en puissance de la société civile qui s'organise sur ces questions. Et à l'avenir, ce rôle va être beaucoup encore renforcé. La preuve, c'est que toutes les discussions du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, la société civile, aussi bien africaine sur place, ou la société, ou les organisations de la diaspora ont participé à toutes les discussions, et qui sont d'ailleurs ici, dont les représentants sont bien représentés dans la salle. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir espoir qu'en disant que désormais, il n'y a plus de tabou, on peut se dire tout, en se regardant dans les yeux pour dire, on ne peut pas dire tout simplement que oui, la migration est innée, on peut aller quand on veut, mais il faut quand même s'organiser, il faut minimiser les risques. Et là, je pense que ça, c'est quand même un discours qu'on est en train de dépasser, y compris la société civile qui s'inscrit aujourd'hui dans la réalité en disant que oui, la migration, c'est un atout, mais il faut s'organiser avant d'aller en migration. Je l'ai dit quelque part, le rôle de la deuxième ou de troisième génération dans le processus de développement des pays doit être également analysé et proposer des réponses concrètes. Nous avons une diaspora de plus en plus très, très dynamique, notamment les jeunes générations, qui interviennent soit dans le cadre de la coopération décentralisée, dont je salue la présence de certains collègues maliens qui sont élus locaux, ou bien qui sont seulement engagés dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nos pays doivent être à mesure de pouvoir proposer, de créer des conditions favorables à l'accueil et à l'accompagnement de ces compatriotes qui sont engagés dans de vrais projets de développement pour nos territoires. Donc, je dirais tout simplement que cela nous amènera à travailler sur l'image de nos pays et également à travailler pour l'instauration d'un climat de confiance entre le pouvoir public, mais également la diaspora, mais également à travailler en sorte que nous ayons un climat d'affaires beaucoup plus amélioré. Également mettre en place des mesures d'initiative qui quand même permettent à la diaspora de venir investir. C'est vrai, le chef de cabinet a souhaité que j'intervienne sur quelques bonnes pratiques en termes d'expérience du Mali. Comme vous le savez, nous avons une diaspora très très dynamique, une diaspora très très engagée, qui contribue largement au processus de développement du pays. Juste quelques statistiques. En 2017, la diaspora malienne, les statistiques obtenues de la Banque mondiale chiffraient à
538 milliards les fonds transférés par les Maliens de la diaspora. Et ces fonds représentent ceux dont nous avons qui ont transité par des services bancaires, étant donné que les 2 tiers, une étude quand même de la BAD a démontré en 2009, que les 2 tiers des fonds de la diaspora malienne passent par des canaux informels. Donc ça représente une part importante qui contribue entre 7 à 11% selon les années au PIB. Donc largement supérieur à l'aide publique au développement. Mais je l'ai dit quelque part, nous sommes également un pays confronté à des départs irréguliers. Et pour répondre à tous ces enjeux, à tous ces défis qui se posent dans le champ de la migration, depuis 2014, le gouvernement a adopté une politique nationale de migration qui est en cours de mise en œuvre pour répondre à tous ces défis qui se posent aujourd'hui. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, un fonds social a été mis en place qui, depuis 2013 à maintenant, a permis d'apporter assistance à plus de 20 000 Maliens en situation de détresse dans les pays d'accueil. Également un fonds d'insertion qui, ces 3 dernières années, a également permis d'accompagner, d'appuyer l'insertion de 4 000 migrants de retour. Ça a aussi favorisé beaucoup plus le cadre d'échange avec la diaspora, qui a aussi participé à l'élaboration d'ailleurs de cette politique nationale. Et c'est aussi un outil vraiment de bonne pratique que nous partageons avec les pays partenaires dans le cadre de tous les dialogues sur la migration, au niveau sous-régional, mais également au niveau international. Donc, je voudrais m'arrêter là. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres questions par rapport à l'action de l'État dans ce domaine. Et je vous remercie. Merci, Dr Keïta. Effectivement, la politique nationale aujourd'hui est un outil d'aide de prise de décision du ministère pour que nous puissions vraiment faire nos activités. Donc, sur ce, nous allons prendre une liste de 5 personnes, si vous le permettez. Une liste de 5 personnes. C'est quel nom? Ouais, le nom, on inscrit. Bakay Mohamed. Dambélé? Nyang? Sam? Sangare Fatimata. C'est bon. Donc nous avons 6 personnes, nous allons prendre les 6 premiers. Bakaya a la parole. Merci, Président. Donc, je suis Bekay Mohamed de l'Union Générale Tunisienne du Travail. Je suis Bekay Mohamed de l'Union Générale Tunisienne du Travail. Félicitations à tous les panélistes, en particulier à Madame Sissoko. En fait, Monsieur le Président, je n'ai pas une question à poser, mais un petit commentaire de 20 secondes. Madame Sissoko a souligné dans sa présentation que la population de la CEDEAO sont excédées par la mauvaise gouvernance, par la situation économique détériorée, etc., etc. Mais à mon sens, elle a fait tout pour éviter de parler des fléaux les plus fatals, d'une hémorragie qui ne cesse de couler. C'est la corruption, avec un grand C. Ces fléaux ravagent notre système éducatif, ravagent aussi notre économie. Et il est derrière toutes les misères de l'Afrique, derrière cette disparité régionale, et qui menace directement la paix sociale dans nos pays. Donc, à mon sens, tant qu'on n'a pas pu mettre en place une stratégie globale, c'est-à-dire où tout le monde participe, ce n'est pas l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire de la population, des partis politiques, de la société civile, c'est la responsabilité de tout le monde. Tant qu'on n'a pas mis en place cette stratégie globale pour combattre la corruption, rien ne va en Afrique. Rien. C'est comme si quelqu'un qui a une poche, dans sa poche, il a un trou. Même si on met des milliards, ça tombe par le trou.
Et merci. Merci. Je vais joindre ma voix à celle de plusieurs qui sont intervenus pour saluer l'initiative d'organiser cette rencontre. Et le thème qui a été choisi, à mon avis, est très pertinent, quoi. Alors, je remercie également les conférenciers qui ont vraiment fait des présentations de haut niveau. Des présentations de haut niveau, et je salue vraiment tous les scénarios qui ont été analysés et tout ça, quoi. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi dans le développement de ces scénarios, la question environnementale n'a pas été prise en compte de manière importante, de manière significative. Or, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, la question environnementale fait partie des problèmes qui favorisent l'immigration, qui favorisent le manque de développement et tout ça, quoi. Bon, et c'est une question, à mon avis, qui est très liée à l'immigration actuellement. L'autre élément aussi, je pense, du côté du Nord, dans l'analyse, je pense qu'il y a des éléments importants qui ont été occultés. C'est la tendance à instrumentaliser l'immigration dans le cadre politique, parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup exagèrent, refusent même des statistiques qui sont réelles, mais ont leurs propres idées, ont leur propre stigmatisation, et c'est sur ça qu'ils se basent. Je ne citerai pas des pays, même aux États-Unis, par exemple, actuellement, on sait que la question migratoire pose problème. Pose problème, pas seulement sur des faits réels, souvent c'est sur des fake news, comme il l'appelle. Donc, il y a tous ces éléments, à mon avis, qu'il faudrait prendre en compte. Alors, le scénario réaliste qui a été présenté me paraît peut-être le plus réaliste, parce qu'il reflète un peu la réalité des choses. C'est que les pays vont faire face à leurs problèmes individuels et autres, et vont chercher à tirer la couverture sur eux pour régler les problèmes qu'ils ont. Donc, la sensibilisation, à mon avis, doit concerner toute la classe politique, pas seulement en Afrique, mais aussi dans les pays nantis. Il faut qu'ils comprennent que l'immigration, on ne peut pas la combattre. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Bon, les statistiques montrent que ce n'est pas un phénomène effrayant, même si certains exploitent cela pour effrayer tout le monde. Mais le dialogue, c'est ça la solution, et il faut aller vers ce dialogue-là, à mon avis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ira Dambélé, Fédération Euro-Africaine de Solidarité, et j'ai aussi secrétaire général d'ADEPT, la plateforme Afrique-Europe de la diaspora. Je vais prolonger un peu les expériences de bonnes pratiques côté diaspora malienne. On sait bien que, comme les jeunes viennent de le dire, beaucoup de projets ont été mis en place dans la région de Caille, notamment par les migrants. Et ces projets ont été accompagnés par la mise en place de dispositifs de co-développement depuis 2002 jusqu'à maintenant. Donc, dans le cadre de ces dispositifs, l'expérience montre que autant les Asiatiques, quand ils migrent, ils partent avec des capitaux. Ce sont des entrepreneurs qui migrent, qui partent, qui viennent dans l'immigration côté asiatique. Par contre, côté Afrique, en général, les gens qui réussissent dans une entreprise, les migrants ne sont pas des entrepreneurs qui partent. Ce pas des gens ceux qui ont des emplois, en général, dans les pays d'origine ne partent pas. Donc, quelque part, si on évalue le nombre d'emplois créés par les projets qui sont mis en place, les gens qui sont employés dans ces projets, autant on peut dire que le développement n'arrête pas le départ, mais les gens qui ont des emplois ne partent pas en général. Et surtout les emplois dans les projets mis en place par les migrants eux-mêmes. Donc, question, dans le cadre, c'est que M. Keïta a dit en disant qu'il faut que les pays
d'Afrique également mettent quelque part la main à la poche. Le co-développement est un dispositif soutenu par la France. Est-ce qu'il est envisageable que le gouvernement malien cofinance, comme les migrants cofinancent les projets qui sont soutenus dans le cadre du dispositif co-développement? Il est exigé des diasporas une participation au minimum de 10% des projets qui sont soutenus dans le cadre du co-développement. Est-ce qu'il est envisageable que ces dispositifs également soient portés par le gouvernement malien en mettant au minimum 10% de l'enveloppe? Le Sénégal l'a fait, je crois, avec le PASD. Est-ce que c'est envisageable côté Mali? Cette question est posée souvent pour éventuellement arriver à une pérennisation des dispositifs, parce qu'on a vu que même dans le cadre du co-développement avec la France, il a suffi que le Mali refuse de signer des accords d'immigration concertés pour que la France suspende son dispositif. Comme il y a beaucoup de pays aussi qui interviennent au Mali, on peut faire en sorte qu'on peut pérenniser ces fonds, ces dispositifs, en faisant en sorte que différents pays abondent la même enveloppe. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Je remercie tout le monde. Je remercie le président Abdallah. Le micro. Je remercie le président Abdallah qui nous... Ça fait 3 ans qu'il nous invite à ce forum. Et là, je suis très heureuse d'entendre depuis ce matin qu'on est fiers des immigrés à cause de leur transfert d'argent. Même entre guillemets, si on se prive de notre confort. Donc, je vais vous dire, je voulais savoir, est-ce qu'au retour, vous pensez aux immigrés dans le pays d'origine? Moi, je suis associative en France. Moi, je dis ça par rapport à... On est venu à l'immigration JAR. On a laissé des doléances. Ça n'a pas été... On n'a pas eu de traces. Et là, à chaque fois qu'on vient, c'est les mêmes immigrations qui sortent. C'est le même problème d'immigration. Donc, est-ce que vous pensez à nous, les immigrés, réellement, dans nos pays d'origine? Parce que non seulement la génération vieillissante qui veulent venir s'installer au pays, qui n'ont pas de logement, on avait demandé, on a dit, bon, l'année dernière, on a fait une liste pour déposer nos demandes au niveau des logements sociaux. On n'a pas eu. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu ça. Donc, on a redemandé cette année. Et il y en a qui ont préféré passer par les privés pour acheter. Il y en a qui ont acheté d'eux-mêmes et qui se sont retrouvés à 2 ou 3 personnes sur le même terrain. Ils n'ont pas eu de suite. Bon, pour revenir, est-ce que réellement vous pensez à notre transfert d'argent ou vous pensez à nous réellement? Deuxièmement, je voulais vous dire, nos enfants qui sont venus, il y a nos enfants, la deuxième génération, sont venus, il y en a qui sont venus s'installer. Et ils perdent leurs droits en France. Ils viennent travailler, ils viennent à la recherche d'emploi. Et quand on est en France, qu'on continue à la recherche d'emploi, les droits on ne coupe pas les droits. Mais une fois qu'on sort de la France, qu'on vient ici, on leur coupe leurs droits et ils commencent à chercher. Est-ce que vous avez pensé à mettre quelque chose en place que ces jeunes-là continuent à bénéficier de leurs droits en cherchant toujours du travail? Et quand ils trouvent du travail, ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas de subventions, ils travaillent parce qu'ils aiment leur pays. Donc, il faut vraiment voir ces situations. Et j'ai entendu dire aujourd'hui, quand on parle des intellectuels, on parle des scientifiques, on parle de
des institutions de haut cadre. Et vous oubliez une chose, dans l'immigration, il y a plus d'analphabètes que d'intellectuels. Et vous placez et vous pouvez travailler sur l'immigration et ne pas tenir compte de ces gens-là. C'est eux qui subissent l'immigration. Ils sont là. On ne peut pas débattre sans eux. Si vous voulez que le travail soit bien fait, mettez tout le monde dans le contexte. Madame, c'est compris. On risque de déborder. On risque de déborder le panel. Voilà, merci madame. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La présentation de Madame Sissoko nous a mis l'eau à la bouche, mais nous laisse quelque peu sur notre soif et sur notre faim, parce que dans ce dialogue sur le futur, dans cette conversation sur le futur de la migration de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe, il y a, me semble-t-il, nécessité d'aller un tout petit peu plus loin que ce qui a été présenté. Et je suis heureux que Mme Sissoko ait terminé en mettant l'accent sur la nécessité et conclut en recommandant qu'il y ait un approfondissement de l'étude prospective. Et il y a 3 points sur lesquels je crois qu'un approfondissement est nécessaire. Le premier point, c'est sur le diagnostic actuel, c'est le diagnostic que l'on peut faire de la migration. Il y a beaucoup d'études qui se veulent des études diagnostiques de la migration africaine, mais en réalité, ce sont simplement des états des lieux qui donnent une photographie de la situation de la migration à l'heure actuelle, une image, une photographie, mais qui ne sont pas explicites quant aux dynamiques qui sont derrière la photographie que l'on présente. Or, aussi longtemps que l'on ne sait pas comment on en est arrivé à la situation dont on présente une photographie, on ne sait pas grand-chose. Or, il se trouve que sur la migration, il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu qu'il faut avoir une approche systémique et produire un diagnostic qui soit de type stratégique. Et pour ça, une analyse rétrospective est souvent nécessaire. Et cette analyse rétrospective me semble être absente de cette réflexion-là. On ne peut pas parler de l'avenir si on ne sait pas d'où on vient et si on ne sait pas comment on en est arrivé à la situation que l'on décrit. Et je crois qu'une approche systémique aurait été utile et une analyse structurelle comme technique aurait été utile parce que ça aurait permis d'identifier non seulement les variables constitutives du système, mais de hiérarchiser ces variables à partir d'une analyse des interactions qu'il y a entre elles, parce que dans une analyse structurelle, on ne s'intéresse pas seulement aux variables, mais à l'interaction entre les variables, parce que c'est cette interaction qui fait évoluer le système. Donc je crois que ce serait utile de faire ça en ce qui concerne le diagnostic. En ce qui concerne les scénarios, deuxième point sur lequel je crois que des améliorations seraient peut-être utiles, je crois qu'il faut qu'elles soient un tout petit peu plus explicites quant aux trajectoires qui mènent des situations de départ aux situations finales. Parce qu'un scénario, ce sont ces deux éléments-là. Ce n'est pas simplement une image du futur, de la situation en 2030, mais c'est aussi la description de la trajectoire suivie pour arriver à cette situation de 2030. Et dans cette affirmation, la proposition, la conjonction « et » est importante. Ce sont les deux choses. Alors il me semble qu'on a mis beaucoup d'accent sur les images finales et pas assez sur les trajectoires. On ne sait pas toujours quels sont les facteurs qui ont changé, ni les acteurs qui sont derrière ces facteurs, ni les stratégies de ces acteurs, ni les incertitudes critiques auxquelles ont dû s'attaquer ces acteurs-là. Et je crois, troisième point, que peut-être que ce n'était pas votre mission, il sera important de passer à un moment de la démarche des scénarios exploratoires à des scénarios normatifs si l'on veut arriver à des stratégies. Et pour cela, il faut évidemment se poser la question de savoir pour qui, avec qui on va travailler et qui va légitimer ces images sur le futur. Dernier point, il me semble que les 4 scénarios ne sont pas assez contrastés. Je crois qu'il y en a 2 qui sont en réalité des variantes du scénario tendanciel et il y en a 2 qui sont simplement des dérivés de notre scénario. À la limite, on aurait pu avoir 2 scénarios avec des variantes, etc. Alors, il faut peut-être
voir s'il est possible de faire des scénarios un tout petit peu plus contrastés que ceux que l'on a. Merci beaucoup, monsieur. Donc, nous sommes au-delà de l'horaire qui nous a été imparti. Nous disons à Mme Fadima, lundi, nous sommes prêts à la recevoir au ministère pour vraiment l'édifier par rapport à la question qu'elle a posée. Nous donnons rapidement 2 minutes à chaque panéliste pour répondre un peu, pour ramasser des questions qui ont été posées. À 10 heures. Merci beaucoup, Monsieur le Président du panel, et merci à tous les participants pour leur écoute attentive et leurs questions. Je crois qu'il y avait une question qui a été posée par le participant de Tunisie, je pense bien, sur le fait que les scénarios ne montrent pas spécifiquement les questions de corruption. Mais en réalité, si vous avez bien noté, quand on parlait des populations excédées, elles sont excédées par la mauvaise gouvernance. Et je pense que c'est peut-être une pratique maintenant. Voilà, c'est une pratique d'inclure les problèmes de corruption, mauvaise gestion, dans la mauvaise gouvernance. Donc, ce n'est peut-être pas spécifié, mais c'est effectivement inclus parmi les facteurs de mauvaise gouvernance qui ont pu conduire à ce soulèvement, à ce stade. Je pense qu'il y avait M. Nyang qui a indiqué que... D'accord. M. Nyang avait indiqué que la question environnementale ne semblait pas avoir été prise en compte de manière significative. En fait, ça l'a été. C'est même une des thématiques sur lesquelles nous avons non seulement reçu des présentations, mais qui est bien inclus dans les scénarios. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez reçu une copie. Si vous voyez dans le schéma des relations conflictuelles, il y a en fait la mention de, si je peux, rapidement, néanmoins, les difficultés économiques et la détérioration de l'environnement provoquées par le réchauffement climatique réacheminent les flux migratoires vers d'autres pays, surtout en raison du fait que les questions démographiques et de chômage qui y sont liées ne sont pas résolues. Donc en fait, la question de l'environnement a été abordée dans la processus de formulation des scénarios, et il intervient spécifiquement dans le scénario conflictuel et même aussi, je pense, dans les relations inégales. Pour terminer, c'est les remarques du professeur Sall. Vraiment, merci beaucoup, professeur, pour vos commentaires. Et en fait, comme j'ai terminé, ma conclusion disait peut-être qu'il y a un besoin d'approfondir ces scénarios s'il y a une possibilité. C'est effectivement, je pense, ce serait une voie utile, certainement pour contribuer davantage au débat sur la question. Mais comme je l'avais indiqué, nous avons suivi une méthodologie bien spécifique qui a été développée par la compagnie Shell. Et dans cette approche, les diagnostics, même si on les fait off, c'est-à-dire dans le background, ils n'apparaissent peut-être pas de manière aussi détaillée. Mais sinon, si vous avez vu, j'ai commencé par dire que la première phase, c'est dans la phase de mise à niveau des participants, il y a une analyse de la situation de départ. D'où est-ce qu'on part? Elle n'est certainement pas aussi approfondie que le serait pour d'autres approches d'études prospectives, mais il y a quand même une nécessité, et ça a été fait, de prendre ça en compte. Et aussi, j'ai pris compte... Oui, s'il vous plaît. C'était intéressant. Enfin, c'est parce que simplement ces commentaires étaient tellement intéressants. Mais je pense que vraiment, vous avez mis le point sur la nécessité d'approfondir davantage. Et j'espère que cela va être pris en compte par des organisateurs institutionnels ou par d'autres parties d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Juste un mot pour dire que j'ai trouvé les scénarios très intéressants. Nous, à Futurible, on serait ravis de participer à un approfondissement des scénarios dans les directions qu'a indiqué Alioune. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question posée par Yara Dambélé par rapport à la cellule technique de co-développement. Déjà, nous soutenons la cellule technique de co-développement en mettant à la disposition de cette initiative les ressources humaines des fonctionnaires de l'État qui sont détachés pour aider à la mise en œuvre des actions.
En même temps, pour 2019, nous avons obtenu un accord de principe du budget d'État d'accompagner le projet avec 300 millions. Donc pour renforcer le financement qui existe et la contribution également de la diaspora. Donc c'est bel et bien prévu et ça va être opérationnel dès cette année. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons laisser la place à d'autres panélistes. Nous vous remercions vraiment pour votre aimable attention. Merci.